Quand j'avais 17-18 ans, la situation en Haïti n'était pas rose non plus. À l'époque, c'était en 1972, 73, 74, c'était l'époque de la dictature de Duvalier. Vous savez, quand j'avais 17 ans et qu'on aimait lire, je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître aberrant. Quand j'avais 17 ans, qu'on aimait lire dans un pays comme Haïti, c'était dangereux. Vous allez me dire comment? Eh bien, quand on vivait sous la dictature en Haïti et qu'on aimait lire, on paraissait un jeune qui était dangereux parce que vous aimez le savoir, la connaissance, vous aimez poser des questions, vous étiez attiré par le monde des idées, le monde de la pensée. Et ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui nous fêtons Thomas d'Aquin, l'un des plus grands philosophes occidentaux, philosophes chrétiens. Et à l'époque, sous Duvalier, dès que vous aimez les livres, vous étiez considéré, je vais employer un mot que peut-être beaucoup d'entre vous n'ont jamais entendu, mais vous étiez considéré comme un communiste. Ça veut dire comme un révolutionnaire à la Fidel Castro, à la Che Guevara. Et comme c'était une dictature installée et soutenue par les États-Unis, et bien très facilement, vous étiez une bonne affaire pour le gouvernement, vous étiez arrêté, jeté en prison, torturé, battu, même tué. Si vous avez de la chance, vous pouvez être exilé. Et à ce moment-là, le gouvernement disait aux Américains, vous voyez, je fais du bon travail, j'empêche aux communistes de grandir dans ce pays. Il n'y aura pas de révolution. Et on a toujours raconté une histoire horrible, mais vraie. Il y avait même un officier de l'armée qui s'appelait Jean Tassi, ce Duvalier qui était en charge de la police politique. Il adorait arrêter les jeunes qui aimaient lire, les jeunes qui se posaient des questions. Et quand on amenait ce jeune devant lui, il lui disait, yo dit m'ko paré mais Duvalier, même beaucoup on connaît pour qu'il soit paré mais c'est parce qu'on lit. Et ce qu'on lit, c'est parce qu'on gagne G. À partir d'aujourd'hui, on n'a pas de G encore. Et puis, monsieur a un crayon, il pétait 2 G. Ce ne sont pas des romans, non? Ce sont des histoires vraies. Là, nous sommes dans les années 60. C'est pourquoi, aujourd'hui, depuis des années, quand j'entends beaucoup de gens dire ce Duvalier c'était mieux, je leur dis que définitivement il y a des gens qui mangent quelque chose qui leur enlève la mémoire. À moins de se prendre pour un cochon, parce qu'à ce moment-là, les patates se vendaient à meilleur marché, pour des raisons économiques de caractère mondial. Mais si on se contente du fait qu'une chose était, une période valait beaucoup mieux, parce que la nourriture était moins chère, entre vous et un animal, il n'y a pas de différence. Entre vous et un porc, il n'y a aucune différence. Ce qui fait un homme, une femme, un être humain, et comme nous allons en parler, un citoyen, c'est que vous devez non seulement avoir un bien-être matériel, mais vous devez surtout pouvoir penser, comme dirait Thomas d'Aquin. Si on vous empêche de penser, c'est qu'on ne veut pas de votre humanité. On ne veut pas de la lumière que Dieu a mis en vous. Et c'est pourquoi ce tortionnaire éteignait la lumière qui était dans les yeux des gens en les rendant aveugles. Et vous savez ce qui lui est arrivé? Comme ce qui dirait, il y a comme une malédiction, comme un châtiment quand même, à ce tortionnaire qui s'appelait Jean Tassi et qui suivait les ordres de son chef François Duvalier. À un certain moment, c'est lui qu'on envoyait arrêter. C'est lui que son chef envoyait arrêter. Il a dû gagner l'exil par l'ambassade du Brésil. Arrivé au Brésil,
Il a gagné sa vie comme chauffeur de taxi. Et quand sa femme a accouché d'un fils au Brésil, le bébé est né aveugle, sans yeux. Vous m'avez entendu? Est-ce que vous m'avez entendu? Je n'entends rien. Bon, parce que je ne porte pas devant les cimetières, non, moi. Est-ce que vous m'avez entendu? Donc on dirait que quelque part, il y a une justice qui est arrivée. Donc quand on vivait pendant cette période, qu'on avait 17 ans, 18 ans, mais comme pour vous, dans un pays où la lecture était comme condamnée, il n'y a pas de formation sans lecture. Il n'y a pas de connaissance sans lecture. À cette époque-là, pour un jeune machinalais où il y avait un livre sur le bras, vous trouviez un macoute qui vous arrêtait, qui vous disait qu'est-ce que c'est que ce livre-là? Ce n'est pas un livre communiste. Ou bien, comme cela m'était arrivé quand j'avais 14 ans, j'étais assis devant chez moi en train d'étudier une leçon de géométrie, et puis j'ai senti quelque chose de froid et de dur collé derrière ma nuque, et j'ai entendu un macoute. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu que c'était ça, avec toute sa cohorte de macoute. Il avait une mitraillette en main, il avait braqué la mitraillette sur ma nuque, et il m'a dit, si communiste, viens montrer tout le livre dans la carrière. Donc vous voyez, avoir 17, 18, 20 ans, ça n'a jamais été facile en Haïti. À l'époque, comme aujourd'hui, quand on avait cet âge-là, on se disait quel avenir dans un pays où l'on bannit la connaissance, où l'on bannit les livres, où lire, c'est un risque, c'est un danger. Parce qu'effectivement, ces militaires et ces macoutes envoyés par Duvalier rentraient chez vous. Et puis, quel que soit le livre qu'ils trouvaient, ils le brûlaient. Et vous alliez en prison. Même si on ne va pas lire au même. Même si on ne va pas lire au même. Parce que bien souvent, Pilat ne va pas lire. Donc avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans en Haïti, moi, je n'ai jamais connu cet âge-là comme un âge heureux. Parce que comme vous aujourd'hui, qui craignez l'insécurité sous toutes ses formes, la violence, le viol, les crimes, et puis le chômage. Comme vous, quand j'avais 17 ans, on se disait, Haïti est un pays où il n'y a pas d'avenir. Et à cette époque aussi, on se disait, qu'est-ce que c'est qu'être citoyen haïtien? Puisque dès que vous parlez des problèmes du pays, les gens vous disent, ah, ben ça c'est pas Duvalier, papa ne dit pas le pays d'Haïti. Parce que vous n'avez pas le droit de parler de votre pays. Vous n'avez pas le droit de poser les problèmes de votre pays. Comme si le pays ne vous appartenait pas. Le pays appartenait au gouvernement seulement. Et vous n'aviez aucun droit. Vous n'avez qu'un seul devoir, celui de vous taire. Et quand le gouvernement réclamait des taxes de vos parents, s'ils travaillaient, ils pouvaient réclamer n'importe quelle taxe et vous deviez verser cet argent. Et le gouvernement faisait ce qu'il voulait. Donc vous voyez, avoir 17-18 ans en Haïti, ça n'a jamais été un bonheur. Actuellement, sauf peut-être pour quelques rares jeunes, très privilégiés, élevés comme des petits princes. Mais en général, dès qu'on avait cet âge-là et qu'on avait un minimum de conscience, on était tourmenté, on était inquiet. On était même malheureux. On se disait que le seul avenir, c'est de laisser ce pays. Ce pays n'offre rien. Les horizons sont bouchés. Vivre en Haïti, c'est une gageure. Et quand Duvalier est tombé, ça a continué. Il n'y a jamais eu aucune politique au niveau de l'État
pour un aménagement de la vie, pour rendre la vie potable, pour rendre la vie agréable dans ce pays. Donc ce que vous vivez aujourd'hui, à cet âge-là, c'est un héritage très lourd et qui nous est venu de loin. J'aurais pu remonter à beaucoup plus loin que ça. Mais quand même, avant Duvalier, il y avait un espoir. Et comme disait le défunt professeur Leslie Manigat, quand même, sous-estimé sur la gloire, Haïti dans la Caraïbe était parmi les pays en tête. Notre décadence et notre faillite a commencé à partir de l'arrivée de Duvalier au pouvoir. C'est vrai, parce que je me rappelle, j'avais rencontré une fois un ami, un Jamaïcain, qui me disait, dans les années 50, sous ma gloire, entre 50 et 56, la Jamaïque était un pays colonisé par l'Angleterre, et son père, chaque été, pour le récompenser de son bon travail scolaire, l'emmenait en Haïti. Pour quelle raison? Parce que ce pays était une promesse. L'emmenait en Haïti et lui disait, je t'emmène dans ce pays pour voir ce que l'homme noir peut faire. Parce qu'à l'époque, sous-estimé ma gloire, Haïti était un modèle. Ah oui, un modèle. La politique hôtelière, la politique touristique que les Dominicains ont appliquée, ils l'ont copié à partir du gouvernement d'Estimé. Eh bien, eux, ils ont continué, ils ont développé. Mais nous autres, nous avons eu des gouvernements à partir de Duvalier qui n'ont rien foutu de bon. Et qui nous ont enferrés là où nous sommes. Donc je conçois bien que depuis 1957 à nos jours, ça fait 65 ans de toute ma vie à moi, dans ce pays, avoir 17-18 ans, c'est carrément un problème. C'est carrément un problème, pourquoi? Parce que tout ce qui s'est passé pendant ces 65 ans, ont tout fait, tout ce qui s'est passé, eh bien, ils ont tout fait pour vous enlever toute aptitude à devenir citoyen. Mais qu'est-ce que c'est que citoyen finalement? Parce que j'en parle, mais qu'est-ce que c'est? Quand un enfant, quand un bébé arrive au monde, normalement, sa famille, ceux qui l'accueillent sur cette terre, ont comme obligation, entre 0 et 18 ans, à le préparer à ce qu'il devienne un citoyen. Du point de vue juridique, le citoyen, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui la constitution du pays lui donne, à partir de l'âge, mettons, de 19 ans, de 20 ans, par exemple, de participer à la vie publique, de voter, d'être membre de partis politiques, de participer à des manifestations d'intérêt public. Mais, à part, ça veut dire que la loi a dit que vous êtes citoyen légalement à partir de 19 ans. Donc c'est pourquoi ceux qui vous ont mis au monde, ils ont l'obligation, entre 0 et 18 ans, de vous préparer à devenir citoyen. De quelle façon? Ça veut dire vous donner une formation qui va vous permettre, quand vous aurez 19 ans, de réfléchir, de penser, de faire des choix. De faire des choix. Voter, c'est un choix. Adhérer à une organisation politique, adhérer à une organisation de la société civile, c'est un choix. Mais si pour vous faire le choix, c'est parce qu'entre 0 et 18 ans, ceux qui vous ont mis au monde vous ont donné la possibilité d'avoir de l'instruction. L'instruction, c'est l'école, c'est ce que vous faites là. C'est l'éducation. L'éducation, c'est ce que vous recevez dans votre famille
comme valeur ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est vrai, ce qui est faux. Les valeurs morales, les valeurs spirituelles. Parce que l'école ne peut pas tout faire. Dans une classe, il peut y avoir 10, 15, 20, 30, 40 élèves. Mais vos autres familles, vous n'êtes pas aussi nombreux. Donc vos parents, ou bien ceux qui vous éduquent, doivent faire leur boulot. À part l'instruction et l'obligation, vous avez le droit d'avoir de la santé. Vous êtes malade, on vous amène chez un médecin. On vous achète des médicaments. Vous avez un logement. Même un chien a une niche. Vous avez droit au loisir. C'est tout ça qui prépare l'individu à devenir un citoyen. De 0 à 18 ans, vous avez une nationalité, mais vous n'êtes pas encore citoyen. Quand on est quelque part, selon la loi du pays où l'on est, où l'on va vivre, on a une nationalité. Il y a des pays qui disent, dès que vous êtes né sur leur sol, comme les États-Unis, automatiquement, vous êtes américain. Mais il y a d'autres pays qui ne connaissent pas le droit du sol, c'est le droit du sang. Par exemple, Haïti vous dit, dès que vous êtes né d'un père et ou d'une mère haïtienne, vous êtes haïtien. Donc c'est le droit du sang. Donc de 0 à 18 ans, selon la constitution du pays où vous êtes né, d'une manière ou d'une autre, vous avez une nationalité, vous avez un passeport qui l'indique, par exemple, mais vous n'êtes pas encore citoyen. Vous êtes citoyen, théoriquement, et c'est ça qui est souhaitable. C'est ça dans tout pays qui se respecte, qui se passe. Entre 0 et 18 ans, on vous prépare à devenir citoyen, à participer à la vie publique, à faire des choix. Et demain, on ne sait pas, on ne sait jamais, si vous voulez être candidat, député, sénateur, magistrat, président, ou bien candidat à un poste nominatif, ministre, etc. Il faut vous préparer pour ça. De manière à éviter que vous avez dit devant n'importe quel voyou en costume, ne vous donne pas 1000 gouttes pour aller bouler un caoutchouc au carrefour. Parce que là, vous êtes considéré carrément comme un animal. On vous a payé pour faire quelque chose, vous le faites. Parce que vous avez faim. Et que le système vous emprisonne. Ou bien pire que ça, même si vous n'avez pas faim, mais vous n'avez pas de conscience morale. Vous n'avez aucune valeur spirituelle qui vous anime. Parce que vous n'avez pas été éduqué à la citoyenneté. Et c'est pourquoi n'importe qui peut vous avoir faire n'importe quoi. Dès qu'on vous donne une voiture, une maison, un chèque, quelque chose. C'est tout. Il n'y a pas de différence entre vous et une bête. La formation à la citoyenneté vous retire, est censée vous retirer de cela. Vous empêcher de devenir un animal, d'être manipulé comme un animal. Maintenant, quand vous avez reçu éducation, instruction, santé, loisirs, logement, etc., et que pendant cette période-là, vous avez eu accès à différentes sources de connaissances, et je vais insister sur ce que je vais dire, que vous avez eu accès à différentes sources de connaissances, parce qu'un professeur ne peut pas tout faire, vos parents ne peuvent pas tout faire, vous aussi, vous devez faire un effort pour vous former. Et on se forme en ayant accès, en exploitant différentes sources de connaissances, qui sont, par exemple, les livres. Il faut lire. Je ne parle pas de lire les romans, l'eau de rose, les livres, les Magali, les Guidéka, les Max Divesi, les Baba à 4 langues, etc. Ça ne forme pas. Ça vous donne une vision tout à fait déformée de la vie. Vous allez croire finalement qu'à chaque carrefour, vous allez faire rencontrer le prince charmant, mais la princesse charmante qui va changer votre vie. La vie n'est pas comme ça. C'est faux.
Il faut lire de mon livre qui vous donne une formation en histoire, en politique, dans la vie, quoi. Si vous aimez les romans, lisez les grands maîtres. Les grands maîtres du roman, ils sont de toute nationalité. Il y a des Haïtiens comme Jacques Roumain, comme Frédéric Mastin, comme Jacques Alexis. Il y a des Russes comme Tolstoï, comme Dostoïevski. Il y a des Français comme Victor Hugo, Émile Zola, etc. Il y a des Américains comme Ernest Hemingway, comme John Steinbeck. À travers le monde, dans toutes les langues, il y a des grands maîtres dans leurs romans qui vous présentent la vie telle qu'elle est. Et un de chef-d'œuvre pour vous occuper toute la vie. Mais comme autre source de connaissance aussi, il y a d'autres canaux. Il y a la télévision qui passe de beaux documentaires. Il y a le cinéma qui passe d'excellents films. Et il y a ça. Mais malheureusement, la plupart d'entre vous, vous ne savez même pas l'exploiter. C'est l'une des grandes différences qu'il y a entre vous quand vous avez 17 ans et moi quand je l'avais. Parce que ça n'existait pas. De mon temps, élevé sur la dictature, le livre était dangereux, la télévision n'avait presque rien, le cinéma était censuré. Il y a des films, c'était interdit de les passer en Haïti. Et je vais vous raconter une petite anecdote là-dessus. Mais aujourd'hui, les moyens de communication sont devenus tellement puissants qu'on ne peut pas les arrêter. Mais malheureusement, vous autres, le problème que vous avez, c'est que vous ignorez la force de cet appareil dans vos poches. Vous vous contentez d'utiliser cet appareil pour faire du tripotage sur Facebook, sur WhatsApp, sur Twitter, de regarder des films pornographiques, en d'autres termes, de vous instruire à l'aide de ce petit appareil qui vaut des millions de livres. Vous êtes en train de vous abêtir. Ça veut dire de rester bête et devenir même encore plus bête. Parce que vous allez vers le mal de ce qu'il y a dans ça. Parce que ici, tout comme il y a de bons, il y a de mauvais livres, dans ce petit appareil, il y a d'excellents canaux de bonnes connaissances, tout comme aussi, il y a des canaux pervers. Je donne un exemple. Dans les années 70-80, jusqu'à 90, quand ces appareils n'existaient pas, si je faisais par exemple une recherche sur n'importe quoi, bon, mettons en histoire d'Haïti, sur des documents qu'on ne trouvait pas dans les bibliothèques haïtiennes, qu'est-ce qu'on était obligé de faire? On était obligé de chercher de l'argent pour trouver un ticket. Par exemple, je vais plus prendre d'autres, aller jusqu'à Paris, où il y a la Bibliothèque nationale de France, qui offre un tas de documentation sur ça, même sur Haïti, trouver de l'argent pour payer l'hôtel, trouver de l'argent pour manger, et rester là 2 à 3 semaines, un mois, pour faire des recherches. Aujourd'hui, grâce à cet appareil-là, je vais sur Google, je tape Gallica, G-A-2-L-I-C-A, je fais un clic, et puis le site Gallica, qui est le site de la Bibliothèque nationale de France, s'ouvre. Et puis je vois, quelque part, on me demande quel document chercher. Je tape le site du document, et s'ils ont le document s'ouvre devant moi. Ça peut pas combien de temps? 5 minutes. 5 minutes pour consulter un document qui a 40 ans de ça, me demander de voyager pendant des heures, de dépenser un tas d'argent, de l'énergie, du temps, et je le dévore en même temps. Et si on me donne l'autorisation, je peux même l'imprimer. Ça, c'est pour les sites auxquels on peut accéder en français, en anglais, en espagnol, dépendamment de la langue que vous parlez, du document que vous cherchez. Ça, c'est un moteur de recherche. Vous prenez YouTube. Vous allez sur YouTube, je ne sais pas moi, qu'est-ce qui peut vous intéresser? Mettons, je prends un exemple. La révolution cubaine. Vous tapez révolution cubaine, immédiatement,
pour voir un tas de documentaires audiovisuels. Audiovisuels. Je sais que cela va vous intéresser beaucoup plus, parce que vous êtes de la génération de l'image et du son. Vous avez l'image et le son. Ma génération a d'abord été la génération du mot. Apprendre bien lire, bien écrire. Ensuite, nous avons été dans l'audiovisuel. Mais vous, vous êtes nés directement dans l'audiovisuel. C'est pas la raison pour laquelle vous aimez davantage regarder et écouter au lieu de lire. Ce n'est pas vrai? Bon. Alors, puisque c'est ainsi, vous allez par exemple sur YouTube, au lieu de regarder de la pornographie ou bien des histoires qui vont encore plus bêtes, vous tapez par exemple un sujet qui vous intéresse, vous dites révolution cubaine, ou bien tout ça l'ouverture, ou bien je ne sais pas moi, ce qui vous intéresse, et puis YouTube vous donne toute une liste de documentaires que vous pouvez regarder pour vous instruire, pour vous enrichir, pour maîtriser le sujet. Combien parmi vous, au lieu d'aller sur Google et sur YouTube pour vous instruire, pour vous documenter, vous ne fréquentez pas plutôt les sites qui vous permettent d'avoir accès plutôt à des plaisirs que vont venir vous raconter, à des vues tout à fait malsaines? Je connais la réponse, la plupart. C'est pas vrai? Soyez honnête avec vous-même, oui ou non? Ah ben alors. Parce que si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas jamais prendre des bonnes résolutions. Il faut commencer par cesser de vous mentir pour pouvoir devenir des citoyens. Ne cultivez pas le mensonge. Dites-vous, c'est vrai, j'ai cet appareil-là, je ne savais pas quelle source de richesse immense que c'était, je perdais mon temps, je m'abêtissais, en regardant des films porno, ou bien à faire du tripotage avec des amis, sur Twitter, sur Facebook ou sur WhatsApp. Désormais, je vais vraiment l'utiliser comme une source d'instruction, de formation et de conscientisation. Et faites l'expérience dès que vous allez rentrer chez vous, si vous avez l'appareil. Vous prenez un sujet intéressant, je ne sais pas moi, n'importe lequel, vous le tapez sur Google, ou vous le tapez sur YouTube, ou bien n'importe quel modèle de recherche, et vous allez voir la somme d'informations auxquelles vous avez accès. Et vous allez mesurer depuis combien de temps vous êtes en train de perdre votre temps à écouter et à voir des histoires ridicules qui vont faire de vous uniquement des bipèdes. Posez-vous la question. Vous voulez être des hommes et des femmes, des citoyens, ou bien vous voulez être simplement, je ne sais pas moi, comme la plupart des gens que vous voyez, qui mangent, qui boivent, qui se battent pour de l'argent, qui deviennent même chefs de gang ou bien membres de gang. Et il y a toutes sortes de gangs. Hein. Il y a des gangs à col blanc, comme on dit des vagabonds habillés, ou bien des vagabonds qui n'ont l'air de rien, mais qui sont riches à millions. Qu'est-ce que vous voulez? C'est dès maintenant que vous devez vous poser la question, répondre à la question, et prendre des dispositions pour pouvoir vous satisfaire, parce que la nature que vous voyez là, elle ne fait pas de cadeau, non? Il n'y a pas de cadeau, ça n'existe pas. Tout ce qui est là, tout ce que vous voyez, est le résultat de notre travail. Or, ces derniers temps, dans ce pays, les jeunes ont été élevés avec le culte des choses faciles. L'argent facile. Vous avez besoin de quoi? Cherchez un petit poudre, 20 petits poudres là. Cocaïne. Et pour riches. Et puis après. Si on donne un argent considérable à quelqu'un qui n'est même pas formé pour investir, pour gérer l'argent, passez voir cette même personne d'ici un an, il n'a plus rien. Parce que la principale richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel. La principale richesse, c'est ce que vous avez là. D'ailleurs, c'est la seule chose avec laquelle vous vous en irez. Lorsque vous irez sous terre, vous n'apporterez aucun bien matériel. La seule différence qu'il y a entre un bébé qui est né
et quelques qu'on enterre, c'est que la personne que l'on enterre s'en va avec ce qu'il a appris. Mais comme le bébé, il s'en va nu. Comme le bébé, il s'en va nu et le bébé est arrivé sur terre nu. Quand vous êtes arrivé sur terre, vous n'avez rien. Nu, complètement. Et vous n'avez encore rien dans le cerveau parce que vous n'avez ni expérience ni connaissance. Le jour où vous mourrez, vous partez uniquement avec ce que vous avez appris et l'expérience acquise. Point final. Si vous avez misère matérielle, vous laissez derrière. Si vous avez grande fortune, vous laissez derrière. Comme dit le proverbe, vous connaissez le proverbe qui dit coffre fort, pas suivre combien. Vous connaissez ça? Oui. Coffre fort, pas suivre combien. Donc en un mot, c'est dès maintenant que je vais vous dire la seule richesse qu'il y a, c'est ce que nous nous sommes donnés comme connaissance et comme expérience de la vie. Et c'est ça qui va faire notre bonheur. Vous êtes clair là-dessus? Et maintenant, tout ce que vous allez acquérir comme connaissance, comment vous allez le faire? Soit par la lecture, soit par l'audiovisuel. Vous devez faire deux choses, je vais vous dire, et que vous ne devez jamais oublier. Quand on lit un texte sérieux qui vous enrichit, quand on regarde un documentaire qui vous instruit, il faut apprendre à vous concentrer sur ce que vous lisez ou même sur ce que vous regardez. Quand j'étais à l'université, le premier travail qu'on nous avait donné consistait à quoi? Je vais vous le dire franchement pour bien comprendre ce que je dis là. Le premier professeur qui est entré dans la salle, il a dit: quel livre vous lisez maintenant? N'importe quel. Bon. Et elle a dit tel livre, elle a dit tel livre. Il dit: la base de tout apprentissage, de toute acquisition de connaissances, réside dans la capacité de concentration. Ça veut dire que si vous êtes éduqué pour bien vous concentrer, c'est à partir de la concentration que vous pourrez absorber. Et ce que vous absorbez, vous réfléchissez là-dessus. C'est la deuxième étape. Et pour apprendre à vous concentrer, vous allez faire un exercice. Ceci pendant des jours et des semaines et même des mois. Vous allez prendre un livre sérieux. Pas n'importe quel roman qui rapporte n'importe quoi. Un livre sérieux. Et chaque jour, vous allez vous asseoir, soit sur une bicyclette, soit dans une camionnette, soit dans un taxi, et vous allez vous entraîner à lire et à vous concentrer, à comprendre, à réfléchir sur ce que vous lisez, même s'il y a 50 personnes qui parlent autour de vous. Vous m'avez entendu? Même s'il y a 10, 15, 20, 50 personnes qui parlent autour de vous, qui marchent, qui déambulent, toutes les choses de distraction, vous allez tenir votre livre et vous allez avoir uniquement de l'attention pour ce que vous lisez. Qu'importe. Il y a un enfant qui crie là, il y a une pédiatre de personnes qui bavardent, non. Vous développez votre capacité de concentration. Parce que c'est à partir de la concentration qu'on va apprendre à absorber la connaissance et, deuxième étape maintenant, à réfléchir dessus. Et croyez-moi, il n'y a personne qui a pu acquérir une instruction, une culture, sans la concentration et la réflexion. Et c'est pourquoi on pense jusqu'à présent, malgré le développement de l'audiovisuel, le livre est incontournable. Parce que c'est le livre vraiment qui vous éduque, qui vous dresse, qui vous apprend à vous concentrer. Le livre est irremplaçable, jusqu'à présent.
Donc ce qui fait que là, je vous ai donné des bases pour une formation individuelle. Savoir où aller chercher la connaissance. Le livre d'abord, l'audiovisuel ensuite. Je vous ai donné un exercice à faire pour apprendre à vous concentrer. Parce que la concentration est à la base de la réflexion. Même si vos parents font des efforts inouïs pour vous donner instruction, éducation, santé, logement, loisirs, et que vous ne faites pas ce travail sur vous-même, vous ne deviendrez jamais ni un homme ni une femme, et encore moins un citoyen. Parce que ce qui fait un citoyen, c'est non seulement avoir acquis tout ça, mais c'est la capacité de réfléchir. Et c'est cette capacité de réfléchir qui va vous permettre de faire des choix. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous manipuler, qui va choisir pour vous. Parce que vous n'êtes pas un mouton qu'on amène à l'abattoir. Vous êtes un être humain. Donc quand vous allez avoir 19 ans, que vous avez à développer tout ce que je vous dis là, maintenant vous êtes prêt pour entrer dans la vie, vous allez à l'université, c'est certain, mais vous êtes prêt pour commencer à entrer dans la vie, à faire l'expérience des êtres humains comme vous, l'expérience des hommes, et maintenant vous allez davantage vous préparer à participer à la vie publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est citoyen et qu'on a fait tout ce que je venais de dire là, il y a une chose importante. C'est que vous allez apprendre que de 0 à 18 ans, vous avez joui de beaucoup de droits. Vous avez les devoirs, bien sûr, vous avez été à l'école. Vous avez le devoir de travailler à l'école, travailler chez vous, apprendre à faire votre chambre, nettoyer vos souliers, etc. Mais, quand vous êtes devenu citoyen et que vous avez eu tout ça, tout ce que nous venons de dire, de 0 à 18 ans, maintenant vous allez avoir des devoirs envers votre famille, envers vous-même, bien sûr, envers votre famille, envers la société, envers l'État. Prenons un exemple simple. Et c'est là que vous voyez que ce pays, son principal problème, c'est une crise de citoyenneté. Vous marchez sur cette route, pas vrai? Je prends un exemple simple qui montre un absence de citoyenneté dans ce pays. Vous marchez sur cette route, il y a des camionnettes, des motocyclettes, des voitures qui montent et descendent. Il y a des piétons aussi. Mais même parfois des animaux. Et puis vous voyez une grosse pierre, une pierre de dimension respectable, mais qui peut être un danger pour la circulation. La pierre est dans la rue. Faites cet exercice-là. Mettez-vous à côté et observez. Observez. Au bout de combien de temps les gens qui passent, les gens dans la zone, vont se dire, cette pierre qui est là, sur la chaussée, est un danger pour tout le monde, laissez-moi la retirer. Ça prendra beaucoup de temps. Parce que vous n'avez pas sur l'autre. Ça va garder. Je ne vais pas passer et pas me retoucher là. Il n'y a aucune solidarité. Et la solidarité est une vertu morale de la citoyenneté. Tandis que dans d'autres pays, depuis l'école, ils apprennent maintenant que tout ce qui se passe dans votre environnement vous concerne et concerne les autres. Ce n'est pas parce que le malheur ne va pas vous arriver que vous devez vous en foutre. Je prends encore un autre exemple. Vous vivez dans un quartier. Vous avez des voisins. La plupart du temps, qu'est-ce que vous avez comme activité dans le quartier? C'est faire des bouteilles une sur l'autre. Oui ou non? Alors, qu'est-ce que vous allez avoir ensemble comme activité pour rendre votre quartier propre?
saint, et ça y est. Tout le monde a gardé une après tout le. Ça n'est pas de job, ça n'a pas gardé. Ça c'est si, à moi, je n'ai fait moi. Mais pendant ce temps, la rue est sale pour tout le monde. Tout le monde a pris grippe, tout le monde a pris fièvre. Quelle activité que nous organisons ensemble pour rendre la vie plus potable dans le quartier, ça n'a pas gardé personne. Son grand qu'on fait chez un bon bout de galerie, fait des potages. Il y a des fois même ça plus loin, ils prennent boire ensemble, ils boivent ta fille ensemble. Ça s'arrête là. Rien de constructif. Ça dit depuis là, ça, où le monde ça déjà, même si à l'école, ils ne pas apprendre rien puis ils finissent citoyen. Donc ils ne savent pas depuis cet âge-là qu'ils ont des devoirs envers eux-mêmes. Parce que le quartier a pour plat bon bout, vous ne serez pas grippé, vous n'aurez pas la fièvre comme les autres. Ils n'ont que devoir envers leur propre famille. Parce que ça ne protège pas la famille, ce genre de vie-là. Ils ne savent pas qu'ils ont des devoirs déjà envers la société. Le quartier, c'est comme une société. Alors là, de l'État, ne parlons pas. Il est vrai que l'État n'aide pas, parce que pour la plupart des Haïtiens, l'État, on ne gagne pas les contrats, c'est peser soucis. Mais pourquoi il le fait? Parce que les gens qui dirigent l'État, c'est le même problème. Ils n'ont pas été éduqués comme citoyens. Parce que quand on est éduqué comme citoyen, on apprend le sens du service à autrui. L'on va apprendre le sens du service là, vous accédez au poste d'État, vous allez apprendre à vous servir, mais pas de servir les autres. Et vous allez tomber dans la corruption aussi. Et même dans la violence pour défendre votre poste. Parce que comme on dit, ça fait l'État, c'est choix le papa. L'État tellement douce, on finit pour un job là, parce que pour aller. Parce que vous n'avez pas de compte à rendre. Donc vous voyez que quand on parle de citoyenneté, c'est quelque chose de très sérieux. Et je le dis toujours, le premier problème pays, c'est son problème monde. Et pour que ça soit un problème monde, c'est parce que nous n'avons pas été formés comme citoyens. Et apprendre nous pour nous dégager, pour chaque coucou créer bouger, tout le monde sait tête l'ombre qu'on est. Avec ça, vous n'avez pas de pays. Ou qu'on côté, qu'on doit pliger, qu'on doit peser sous C, qu'on doit faire sauver, mais vous n'avez pas de pays. Et maintenant, vous vous étonnez, quand vous arrivez à 17-18 ans, vous voyez des jeunes comme vous, et s'enrouler dans des gangs, ou un pays qui a décrépit pour dire, bah, l'avenir là. Mais l'avenir, ça se bâtit. L'avenir, ça se bâtit. Et qui est-ce qui le bâtit? Eh bien, ce sont les citoyens. Et il n'y a pas de miracle. Comme dit le proverbe, sauf fait c'est loué. Sous travail, on peut récolter, sous pas travail. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Je sais que maintenant que vous avez cet âge-là, vous vous dites que le travail il est lourd, il est en pile, c'est vrai. J'en conviens. Mais il faut bien commencer un jour. Il faut bien qu'une génération commence. Sans quoi vous n'aurez plus rien. Absolument rien. Et je vous assure qu'il n'y a pas de place aux États-Unis ni au Canada pour tout le monde. Et ces pays-là se ferment de plus en plus. Regardez par exemple ce qui se passe en France. Il y a des candidats qui font toute leur campagne sur un seul thème. Tout le monde qui vient, pas français, fout de dehors. Et qui parfois c'est deuxième, troisième génération, ça veut dire pas blanc. Et ils sont applaudis. Donc ce qui veut dire que vous n'avez qu'un seul avenir, c'est là où vous êtes né. Et il est temps de le comprendre. J'ai entendu quelqu'un l'autre jour, je crois que c'est cette histoire-là, quelqu'un qui disait, j'ai cru entendre parler, comme d'habitude, comme les Haïtiens parlent, non, c'est un Canadien qui parlait du Canada. Et qui disait, mes amis, oh, quelle déveine de net les Canadiens. Dans tous les pays sur la terre, c'est là que ma mère m'a fait. Canada, hein? Mais les plus grands pays de la terre. Tout ce qu'on a ici, on aurait dit d'Haïti. C'est pour vous dire que les problèmes, maintenant, il y en a beaucoup. Il y en a partout.
Je vois beaucoup d'Haïtiens mettre d'Haïtiennes aller faire des enfants en République dominicaine. Bah, la République dominicaine, c'est un pays sous-développé, naturellement qui n'est pas au niveau d'Haïti. Mais les Dominicains ont travaillé pour que leur pays soit à ce niveau-là. Nous-mêmes, nous sommes bon monde, nous ne pouvons pas faire pour la carrière, et puis nous pouvons profiter de ça, l'autre a fait pour tête. C'est un comportement de parasite. Et puis quand on nous fout dehors, nous protestons. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour venir jouir de mon travail? C'est ce qu'ils vous disent, et avec raison. Vous avez un pays, mais faites quelque chose chez vous, mon Dieu. Comme quoi, vous refusez d'être haïtien, vous refusez d'être citoyen de ce pays, et puis vous attendez à ce que des gens viennent faire pour vous. Au nom de quoi? Parce que nous sommes les plus belles personnes de la terre? Au nom de quoi? Ça ne se fait pas. Donc, je regrette, mais de vous parler aussi franchement, même aussi brutalement, mais la vérité, elle est comme ça. Comme disait Shakespeare, la vérité fait rougir la face du diable. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous allez vous mentir toute votre vie. Et le résultat, il est là. Moi, j'ai entendu des Haïtiens se mentir pendant 50 ans. Je dis, voici le résultat. Nous sommes la première république noire du monde. Nous sommes ceci, nous sommes cela. Oui, mais ça, c'est une génération de 1804 qui l'avait fait. Mais et vous? Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Voici les résultats. Nous pouvons à peine vivre chez nous. Nous vivons comme des rats. Dès que le soleil se couche, on se terre chez soi. Parce qu'on a peur de tout le monde, on a peur partout, on a peur de toutes les manières. On ne peut plus se rendre en province par la route, c'est un danger. 5 départements bloqués parce qu'il y a des gangs qui prennent le contrôle du pays. Mais quand allons-nous faire notre job? J'aimerais finir sur ce mot de la vérité. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de la vérité. Il n'y a rien de plus terrible que de se mentir. Comme on dit, il faut pouvoir se regarder dans un miroir. Et quand on se regarde, de ne pas baisser les yeux parce qu'on a honte de ce qu'on voit. Et c'est vous que vous voyez. Il y a un homme d'État, un révolutionnaire du Vietnam qui s'appelait Ho Chi Minh, qui avait dit une phrase que j'aime beaucoup répéter aux jeunes, parce que pour moi cette phrase dit tout. Pour vous surtout qui allez démarrer dans la vie, tôt ou tard. Quand vous avez fini de faire tout ce que vous devez faire pour devenir un citoyen, il y a une dernière chose que vous devez apprendre, c'est de surmonter la peur. Il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Parce que c'est ainsi qu'on apprend. Pas de personne qui les fait tout connaître. C'est par l'expérience qu'on apprend. L'enfant qui regarde, je ne sais pas moi, une chaudière en train de bouillir sur un feu, l'enfant ne comprend pas le phénomène du feu. Ça l'éblouit. Si vous n'êtes pas là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre son doigt. Parce que le feu, c'est rêveur, c'est charmant, c'est extraordinaire. Et c'est la première chose que les hommes ont découvert sur la terre, l'âge du feu. Comment faire le feu? Avec le feu, l'homme a appris à se réchauffer, à cuire les aliments, à chasser les animaux sauvages, à chasser les ténèbres. Et le feu est venu du ciel, la foudre. Ensuite, ils ont découvert des pierres à feu. C'est la première grande découverte de l'homme après son avènement sur cette terre, après des millions d'années. Donc l'enfant qui est sous le corps de feu, c'est la même chose. C'est l'humanité naissante. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vouloir savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui danse, qui a de si belles couleurs? Et si vous n'êtes pas là, il va se brûler. Il va mettre son doigt. Mais quand il aura mis son doigt, il va faire aïe! Il aura appris une chose. Ce que tu vois là, tu le regardes, mais tu n'y touches pas. Et bien c'est la même chose pour tout ce qui est dans la vie.
Il faut apprendre à avancer. Il faut même apprendre à mettre son doigt pour savoir, pour avoir l'expérience des choses. Ça vous apprend à ne pas vous mentir. Vous voulez voir que ce arbre, il est beau, il est magnifique. Ben, il n'a peut-être pas de fruits. Et puis il est frêle. Peut-être que vous les grimpez à l'arbre, mais grimpez à l'arbre, mais faites attention parce que les branches une branche peut se casser avec vous. Vous pouvez même mourir. Tout ça, c'est l'expérience, c'est le risque. Celui qui n'avance pas ne trouve pas de route. N'oubliez pas ça. Celui qui n'avance pas ne trouve pas de chemin. Ne fait pas son chemin dans la vie. Il ne faut pas avoir peur d'avancer. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Et Ho Chi Minh disait cette phrase admirable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il disait, ne crains pas de commettre des erreurs. Parce que si tu fermes la porte à l'erreur, la vérité restera dehors. Les deux marchent ensemble. C'est en commettant des erreurs qu'on découvre ce qui est vrai. Et découvrir ce qui est vrai est l'une des plus belles conquêtes que vous puissiez faire. C'est ça qu'est l'expérience. Et ça, personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut acheter ça. Personne ne peut vous le donner. L'expérience des autres n'a jamais servi à grand-chose à personne. C'est à vous de marcher pour trouver votre chemin et jouer votre rôle de citoyen. Si vous avez des questions, je vous écoute. Bonjour Monsieur Souka, merci de votre bonne intervention et je pense qu'on devrait être plus nombreux pour écouter une si belle parole. Je suis Eunice Beaufort, en tant que mère, je ne suis pas philosophe, bien sûr ça fait longtemps que j'ai laissé ça, mais je voulais vous demander conseil en tant que mère haïtienne qui élève des enfants haïtiens dans un pays tel qu'Haïti en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez que je peux donner à mes enfants pour qu'ils aient l'envie d'être des Haïtiens, d'être des citoyens haïtiens, l'envie de se battre pour leur pays, de rester dans leur pays, de vouloir faire des choses pour leur pays. Selon vous, qu'est-ce que vous pensez en tant que mère je pourrais faire pour leur inculquer l'amour de leur pays? La première chose, c'est qu'il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas leur démarcher un pays qui n'existe pas et qui n'existe plus. Il faut leur dire que tout ce que tu vois est vrai. Il y a beaucoup de problèmes. Voici d'où viennent les problèmes. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas lui vendre toujours les mythes de Dessalines, de Pétion, de sa ouverture. Ces gens ont fait leur job. Bien sûr, nous avons une histoire. Nous devons leur parler de notre histoire. C'est évident. Mais il faut rester avec eux dans le concret. Il ne faut pas mentir aux enfants. Dans le vrai. Leur dire les choses sont ce qu'elles sont. Mais, deuxièmement maintenant, tous les pays de la terre ont eu de très mauvais moments et des mauvais moments qui ont duré. Prenez par exemple les cas du Japon, de l'Allemagne, de tas d'autres pays qu'on nous présente comme des pays, la Chine aujourd'hui. Mais dites-leur que la Chine pendant longtemps, on l'a appelé le grand homme malade de l'Asie. La Chine était un pays sans espoir. Mais des hommes sont venus, Sun Yat-sen, Mao Tse-tung, ils ont remis leur pays sur pied. Naturellement, ils ont fait le sacrifice qu'il fallait pour ça. Prenez le cas du Japon. Un pays qui a fait la guerre contre les États-Unis, contre l'Angleterre, qui a subi 2 bombes atomiques. Les Japonais dormaient dans la rue, le pays était complètement détruit.
Mais ils se sont relevés. Et le Japon est devenu une puissance. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient en eux-mêmes, en leur capacité. Vous prenez l'Allemagne, l'Allemagne a perdu la Deuxième Guerre mondiale. Pays complètement détruit. Parce que même si on me dit, oui, mais quand même, les Américains avaient aidé les Allemands, avaient aidé les Japonais, oui, mais c'est parce que d'abord, les Allemands et les Japonais voulaient. Nous autres quantités d'aide que nous avons reçues, qu'est-ce que nous avons fait de cette aide? Oui, c'est vrai, il y a une partie de l'aide qui a retourné dans le pays qui donnait, mais il y a une partie qui était restée. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons volé. Donc, il faut leur dire les choses exactement comme elles se sont passées. Et naturellement, troisièmement, vous allez leur dire aussi que, en tant qu'Haïtiens, en tant qu'Haïtienne, est-ce qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis de leur terre? Oui, ils ont une responsabilité. C'est la terre de leurs ancêtres, c'est notre héritage. Et quatrièmement, ont-ils le droit de se dire, bon, moi, je ne vais pas faire ma vie ici, je vais ma vie là-bas? Mais vous devez leur répondre. Quand vous dites là-bas, ça veut dire le pays des autres. Le pays des autres. Très bien. Mais sachez une chose. Au pays des autres, vous pouvez devenir un grand ingénieur, un brillant médecin, un homme politique même. Faire votre vie de façon très acceptable. Mais on dit qu'il y a un créole pour bien comprendre. Bon dernier côté dans le pays des autres, ça pour arriver. Conseil de côté pour entrer là-dedans. Conseil de se faire pour entrer là-dedans, pour s'en arriver net. On a des conditions qui a demandé pour pas jamais remplir les conditions ça. Il y a demandé pour blanc, pour pas jamais blanc. Merci beaucoup, M. Souka. Je vous en prie. Il n'y a pas d'autres questions? J'ai quelques micros. Ah, allons-y, mademoiselle. Bonsoir. Je vous remercie et félicite pour votre Il n'y a pas de problème, mademoiselle. La meilleure façon de vous remercier, c'est de me poser de bonnes questions. Je suis Thierry Bonhomme, élève de l'institution Sœur Lucie de Fatima. Dans votre exposé, vous avez dit que si on empêche à quelqu'un de penser, c'est qu'on enlève sa lumière. Et quel parallèle faites-vous avec cette parole de Jésus et votre pensée qui disait « Je suis la lumière du monde ». Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Jésus, c'est Jésus. Jésus s'est présenté comme Dieu. Oui, il est la lumière du monde. Mais là, c'est le domaine de la croyance et de la foi. Mais, j'ai dit une phrase que vous n'avez pas retenue. J'ai dit que Dieu a placé une lumière en chacun de nous. Et que quiconque veut vous empêcher de penser veut éteindre cette lumière. Ok? Autre question? Bonsoir, monsieur Michel Souka. Il y a plusieurs écoles là. Oui. Bonsoir aussi à tous les philosophes ici présents. C'est vraiment très bien exposé, bien détaillé. Alors, ma question. Avant de poser une question, je vais éclaircir un certain point qui a été dit au préalable par monsieur Michel Souka. Alors, concernant l'immigration de la France, il faut savoir avant tout que les candidats qui ont fait de l'immigration leur principale priorité pour l'élection présidentielle 2022 sont minoritaires en France. Donc, Pourquoi c'est ça? Bien sûr, ils sont minoritaires. Donne-moi un exemple. Et Éric Zemmour, Madame Marine Le Pen de l'extrême droite. Et selon les derniers sondages qui ont été faits, il y en a plus que ça. Bien sûr, il y en a plus. Donc, vous voyez, ils ne sont pas minoritaires. Non, non. Ils sont minoritaires parce que dans les sondages, M. Emmanuel Macron les bat, donc ils sont toujours en bas et donc ils ont de la marge. Donc, pour l'instant, je ne pense pas que ce soit vraiment... Je ne vous ai pas dit qu'ils vont arriver au pouvoir. Bien sûr. Mais je vous ai dit qu'aujourd'hui, le thème qui domine la campagne électorale en France, c'est la question de l'immigration. Exactement. Donc c'est pour vous montrer que cette histoire d'accueillir les gens qui viennent d'autres pays, ils n'en veulent pas.
Nous ne pouvons pas dire qu'ils n'en veulent pas, comme je vous l'ai dit. C'est une minorité Si vous regardez, c'est une minorité non, Vous c'est êtes pas une d'accord avec minorité. moi? Pour l'instant, M. Emmanuel Macron, actuel président de la France, est, selon les derniers sondages, il est en tête. Donc, c'est une minorité dont Éric Zemmour et Mme Le Pen, qui représentent largement la droite en France, c'est eux qui la représentent. Et pour l'instant, on va faire une addition. On va faire une addition. Bien sûr. J'aime les calculs. Si tu prends M. Zemmour, ok, combien il fait? M. Zemmour, dans les sondages. Dans les sondages, il fait 14%. En dessous de Mme Pécresse. Il fait 14%. Il fait 14%. Bon, pour l'instant, vous prenez, bon, mettons le même à 12. Ok. Vous prenez Mme Marine Le Pen, combien il fait? Mme Le Pen, pour l'instant, elle est en dessous de Emmanuel Macron. Je la mettrai à 16%. Bon, arrêtons-nous sur les deux là. Ok. Tu additionnes Mme Zemmour et Mme Le Pen et M. Zemmour. Nous avons pour l'instant 30, pareil. Ça veut dire que les gens qui sont favorables à renvoyer les immigrants chez eux et qui se reconnaissent à Mme Le Pen et M. Zemmour, ils sont plus nombreux que les gens qui veulent voter M. Macron. Si on prend Mme Pécresse qui a 15%, plus Emmanuel Macron à 24%, donc 15 plus 24, monsieur, ça fait 39. Donc je pense que oui, la gauche, pour l'instant, elle est majoritaire. Non, pas la gauche. Vous attendez sur oui. La gauche. Oui, Mme Pécresse est de la gauche. Non, oui. Mme Pécresse n'est pas de la gauche. Mme Pécresse, c'est du parti Les Républicains. Les Républicains. C'est de la droite. Oui. C'est pas l'extrême droite, mais c'est la droite. Bon. Pour l'instant, je peux vous expliquer. C'est la droite, parce que Mme Pécresse est soutenue par M. Nicolas Sarkozy. Bon, pour l'instant, je vous l'accorde, mais je ne suis pas... Non, mais ce n'est pas me l'accorder, non. C'est une évidence. Mme Pécresse est une candidate de la droite. Marine Le Pen et M. Zemmour sont des candidats de l'extrême droite. Bon. M. Mélenchon est un candidat de gauche. M. Zemmour ne s'est jamais dit d'extrême droite.